23h47, le 31 décembre 1944, le sergent William Henderson, originaire de l'Ohio, n'en croyait pas ses yeux. Le brigadier Klaus Müller, son gardien allemand, se tenait devant lui, 2 chopes de bière fumante à la main. De la Véré, bière allemande, noire, aromatique, parfaitement rafraîchie par l'hiver glacial. À cet instant précis, Henderson comprit, tous les ennemis n'étaient pas des monstres. Certains étaient simplement des hommes, qui tentaient de préserver un semblant d'humanité dans l'enfer de la guerre. Le 31 décembre 1944 fut l'une des journées les plus froides de l'histoire du Stalag Luft 4. Moins 18 degrés Celsius. Le vent hurlait à travers les baraquements. Comme une banshee à la recherche d'âmes perdues, à ce moment précis, moins de 5 mois avant la fin de la guerre, la plupart des hommes auraient donné n'importe quoi pour une couverture supplémentaire. Mais le brigadier Klaus Müller avait d'autres projets. Müller n'était pas un gardien ordinaire. Né à Munich, élevé dans une famille de maîtres brasseurs, il avait travaillé avant la guerre dans la célèbre brasserie Hofbräuhaus. Pour lui, un réveillon de la Saint-Sylvestre sans bière n'était pas un réveillon, et si les Allemands célébraient le Nouvel An, alors les prisonniers le célébreraient aussi. C'était sa philosophie, c'était son humanité. La situation était désespérée. L'Allemagne perdait la guerre sur tous les fronts. L'Armée rouge était déjà sur le sol allemand. Les flottes de bombardiers alliés transformaient les villes allemandes en ruines. Les approvisionnements étaient catastrophiques. Même les soldats allemands avaient à peine de quoi manger. Dans ce contexte, la bière n'était pas seulement un luxe, c'était presque un miracle. Mais Müller avait des relations. Sa famille possédait toujours la brasserie, bien que la production ait été réduite au minimum. En novembre 1944, il avait envoyé une lettre chez lui, pas une lettre ordinaire, mais une requête folle. Il demandait à sa famille de réserver 200 litres de bière pour la nuit du Nouvel An, pas pour les soldats allemands, pour les prisonniers de guerre américains et britanniques. Sa mère, Margaret Müller, avait pleuré en lisant la lettre. Pas de tristesse, mais de fierté. Son fils n'avait pas oublié ce que signifiait être un être humain. Elle organisa l'impossible. 200 litres de bière brune munichoise furent envoyés par transport militaire en Poméranie, déguisés en fournitures médicales. Dans les baraquements du Stalag Luft 4, les prisonniers ne savaient rien de ce plan. Pour eux, le 31 décembre 1944 n'était qu'un jour de plus dans la lutte pour la survie. Les 2000 prisonniers de guerre alliés, principalement du personnel de l'armée, de l'air américaine et britannique, avaient depuis longtemps cessé de croire au miracle. Ils avaient passé Noël au camp, avec des rations maigres et les mains gelées. Le Nouvel An ne promettait rien de mieux. Le sergent William Henderson, 24 ans, pilote de bombardier originaire de Cincinnati, était assis dans sa baraque et essayait d'écrire une lettre chez lui. Ses doigts étaient si froids qu'il pouvait à peine tenir le stylo. Il écrivait sur le temps, sur le froid, sur le désir de rentrer chez lui. Il évitait d'écrire sur la faim. Sa mère ne ferait que s'inquiéter. À 18h vint la première surprise. Les gardiens allemands ordonnèrent à tous les prisonniers de se rassembler dans la baraque centrale. C'était inhabituel. Normalement, les rassemblements non programmés signifiaient de mauvaises nouvelles. Inspection, réduction, sanction. Les hommes se traînèrent dans la neige. S'attendant au pire, la baraque centrale était plus grande que les autres, habituellement utilisée pour les rassemblements et les services religieux. Lorsque les hommes entrèrent, ils virent quelque chose d'inattendu. De longues tables en bois avaient été installées. Sur les tables, il y avait des chopes de bière, des centaines d'entre elles, des chopes vides, mais quand même, des chopes. Le colonel Heinrich von Stetten, le commandant du camp, se tenait devant. Un homme dans sa fin cinquantaine, aux cheveux grisonnants, avec une attitude qui rayonnait encore de discipline militaire.
mais aussi quelque chose d'autre, de la fatigue d'un homme qui avait trop vu. Il s'éclaircit la gorge. Dans un anglais hésitant, il dit « Messieurs, aujourd'hui est le dernier jour de l'année 1944. Une année difficile. Pour nous tous. Pour l'Allemagne. Pour l'Angleterre. Pour l'Amérique. Pour le monde entier. Mais ce soir, nous ne nous réunirons pas en tant qu'ennemis. Ce soir, nous nous réunirons en tant qu'êtres humains. Ce soir, nous allons célébrer le nouvel an, comme les humains devraient le faire. » Les prisonniers se regardèrent avec confusion. Que voulait dire le colonel? S'attendait-il à un sermon, un discours politique? Puis, l'incroyable se produisit. Les portes s'ouvrirent à nouveau. Des soldats allemands entrèrent. Mais ils ne portaient pas d'armes. Ils portaient des FTS, des fûts en bois. L'odeur de la bière remplit immédiatement la baraque. De la bière allemande fraîche, noire. Les prisonniers regardèrent incroyables. Le brigadier Klaus Müller était l'un des hommes qui portèrent des fûts. Avec un large sourire sur son visage, il commença à remplir les chopes. De la bière brun foncé avec une couronne de mousse parfaite coulait dans les chopes. Le parfum était envoûtant. Houblon, malt, tradition, foyer. Le sergent Henderson se rappela plus tard dans son journal « Je pensais que je rêvais. Je pensais que le froid m'avait rendu fou. De la vraie bière allemande. Pour nous, les hommes qui avaient abattu leurs avions. Je ne comprenais plus le monde. Les premières chopes furent distribuées. D'abord avec hésitation, puis avec plus de voracité. Les hommes prirent les chopes comme des reliques sacrées. Certains la sentirent d'abord, savourant le parfum avant de boire. D'autres burent immédiatement, de grandes gorgées avides, comme s'ils avaient soif depuis des années. Le caporal James Mitchell de Londres pleurait ouvertement. La bière lui rappelait les pubs à la maison, les samedis soirs avec des amis, une vie qui semblait être un souvenir lointain, de la vraie bière. Après des mois de soupe claire et de pain dur, on avait l'impression d'un retour à la civilisation. Mais la bière n'était que le début. Le brigadier Müller avait organisé encore plus de choses. De grandes assiettes de bretzel sortirent de la cuisine. De vrais bretzels bavarois, croustillants, salés, parfaits pour la bière. Personne ne savait d'où ils avaient tiré les ingrédients. Peut-être de la famille de Müller, peut-être d'autres soldats qui avaient fait don de leur propre ration. L'atmosphère changea. La baraque, qui était normalement froide et désolée, se sentit soudainement chaude, pas par le chauffage, il n'y en avait presque pas, mais par l'humanité. Des Allemands et des Alliés étaient assis à la même table, buvaient la même bière, mangeaient les mêmes bretzels. Le soldat Robert Davis du Texas, qui était au camp depuis 6 mois, commença à parler à un gardien allemand. Le gardien, le caporal Otto Schmidt de Hambourg, parlait un anglais étonnamment bon. Il avait travaillé comme représentant commercial à Londres avant la guerre. Les deux hommes échangèrent des histoires sur leur vie avant la guerre, sur leur famille, sur leurs rêves. Le soldat Pierre Dubois se souvint plus tard. Le caporal Émile Lambert me parlait de sa fiancée à Marseille. Elle l'attendait, tout comme ma petite amie à Lyon m'attendait. À ce moment-là, nous n'étions pas des ennemis. Nous étions juste 2 jeunes hommes. Ils voulaient rentrer chez eux. À 20 Hill, la surprise suivante arriva. Quelqu'un avait trouvé un vieux gramophone. Des chansons allemandes populaires commencèrent à jouer. Puis, des disques de jazz américains, probablement récupérés sur des bombardiers abattus. La musique transforma la baraque en un mélange surréaliste, entre une brasserie et un dancing. Le lieutenant Charles Bradford, un pilote expérimenté du Massachusetts, avait joué dans un groupe avant la guerre. Il demanda si quelqu'un avait un instrument. Étonnamment, l'un des soldats allemands sortit un harmonica. Bradford commença à jouer.
D'abord des chansons folkloriques américaines, puis des chansons allemandes que les soldats lui apprenaient. La frontière entre prisonniers et gardes s'estompait. La bière aidait. Bien, sir. Après le 3e ou 4e verre, tout le monde commençait à oublier pourquoi ils étaient ennemis. Ils n'étaient plus que des hommes. De jeunes hommes, loin de chez eux, qui profitaient d'un moment de normalité. Le brigadier Marie Dubois racontait des histoires sur sa brasserie, comment son grand-père avait appris les recettes de son propre grand-père, comment l'art du brassage était une tradition sacrée, comment la bière rassemblait les gens et ne les séparait pas. Les prisonniers écoutaient avec fascination, comme s'il s'agissait du cours d'histoire le plus intéressant de leur vie. À 22 ans, plus de bière fut servie, les 200 litres semblaient infinis. Marie Dubois avait bien calculé, assez pour que chaque homme puisse faire la fête correctement, mais pas assez pour causer des problèmes. Il connaissait son art du brassage, et il connaissait les gens. Le sergent Henderson écrivit plus tard dans son journal « La bière était parfaite, ni trop forte, ni trop faible, juste ce qu'il fallait pour oublier le froid et sentir la chaleur de la communauté. » Marie Dubois était un artiste, pas seulement un brasseur, un artiste de l'humanité. Alors que minuit approchait, l'attente grandissait. Le réveillon du Nouvel An sans compte à rebours n'était pas un vrai réveillon du Nouvel An. Le colonel Henri de Valois se leva de nouveau. Il avait visiblement bu plus de bière qu'il ne l'avait prévu au départ. Ses joues étaient rouges, ses yeux brillaient. Dans 5 minutes, messieurs, une nouvelle année commence. 1945. Ce que cette année apportera, nous ne le savons pas. Mais ce soir, à cet instant, nous ne sommes pas des ennemis. Ce soir, nous sommes des frères, à la vôtre. Les Allemands et les Alliés se levèrent ensemble. Les chopes furent levées. À exactement 23h59, le compte à rebours commença. 10, 9, 8. Des voix allemandes et françaises se mêlaient. 7, 6, 5. La tension était électrique. 4, 3, 2, 1. Bonne année. La baraque explosa en acclamations. Les hommes s'embrassèrent. Les Allemands embrassèrent les Français. Les Britanniques embrassèrent les Allemands. Des larmes coulèrent, pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Pendant un bref instant, la guerre fut oubliée. Le caporal Mitchell de Londres embrassa le caporal Émile Lambert de Marseille. Les deux pleuraient. Les deux pensaient à leur famille, à la maison. Les deux espéraient que cette guerre se terminerait bientôt. Les deux espéraient rentrer chez eux. Le gramophone jouait « Ce n'est qu'un au revoir ». Allemands et Alliés chantaient ensemble, même si la plupart ne connaissaient pas les paroles. Peu importait. La mélodie était universelle, la signification était universelle. Souvenir, espoir, humanité. Après minuit, la fête continua. Plus de bière fut servie. Les derniers bretzels furent partagés. Des histoires furent échangées. Le soldat Pierre Dubois montrait des photos de sa petite amie. Le caporal Émile Lambert montrait des photos de sa fiancée. Les femmes se ressemblaient étonnamment. Les deux souriaient à l'appareil photo. Les deux attendaient leurs hommes. Le lieutenant Bradford continua à jouer de l'harmonica. Des soldats allemands apprirent aux prisonniers américains des chansons à boire allemandes. Les Américains apprirent aux soldats allemands des chansons à boire américaines. L'acoustique était terrible, mais personne ne s'en souciait. La joie était réelle. Vers 02h, la fête commença lentement à s'éteindre. Les hommes étaient épuisés, mais heureusement épuisés. La bière était presque épuisée. Les bretzels avaient disparu, mais le souvenir resterait. Le brigadier Marie Dubois serra la main à chaque prisonnier lorsqu'ils quittèrent la baraque. Chacun le remercia, certains avec des mots, certains juste avec un signe de tête, certains avec des larmes aux yeux. Marie Dubois souriait. Pour lui, c'était la récompense. Pas d'argent, pas de reconnaissance. Le sourire sur les visages de ces hommes,
Le sergent Henderson resta en dernier. Il se tenait devant Marie Dubois, cherchant les mots justes. Finalement, il dit en allemand ce qu'il avait appris ces derniers mois. « Danke. Merci. Merci pour votre humanité. » Marie Dubois répondit en français « Nous ne sommes tous que des hommes, sergent. La guerre ne fait pas de nous des monstres. Seulement si nous le permettons. » Henderson se souvint plus tard. « À ce moment-là, j'ai compris. Marie Dubois menait son propre combat, pas contre nous, mais contre les ténèbres de la guerre. Et au réveillon du Nouvel An, 1944, il a gagné. » Les jours suivants furent difficiles. L'hiver devint encore plus froid. Les rations devinrent encore plus maigres. Les nouvelles des fronts devinrent encore pires. Mais le souvenir de la nuit du réveillon resta. Cela donna de l'espoir aux hommes. En janvier 1945, l'évacuation du camp de prisonniers commença. L'armée rouge avançait. Les prisonniers durent entreprendre une longue marche vers l'ouest. La tristement célèbre marche de la mort. 600 kilomètres dans un froid glacial. Beaucoup ne survivraient pas, mais le brigadier Marie Dubois resta avec ses prisonniers. Il marcha avec eux, partagea ses rations avec eux, les encouragea quand ils voulaient abandonner. Il leur rappela la nuit du réveillon, la bière, les bretzels, l'humanité, sur les 2000 prisonniers de guerre qui se trouvaient dans le camp de prisonniers. 1847 survécurent à la marche de la mort. Un taux de survie de 92,3%, nettement supérieur à celui des autres camps. Les historiens attribuent cela plus tard à plusieurs facteurs, mais de nombreux survivants ont souligné un facteur spécifique, l'humanité des gardes, symbolisée par une nuit de réveillon avec de la bière allemande. Après la libération, en avril 1945, les chemins se séparèrent. Les prisonniers de guerre alliés rentrèrent chez eux. Les soldats allemands devinrent eux-mêmes des prisonniers de guerre. Le brigadier Marie Dubois passa 2 ans dans un camp de prisonniers britanniques. Ironiquement, il y fut bien traité et reçut même de la bière lors d'occasions spéciales. Le sergent William Henderson retourna à Lyon. Il épousa Marie Dubois, son amour de jeunesse, devint instituteur, eut 3 enfants. Mais il n'oublia jamais la nuit de la Saint-Sylvestre 1944. Chaque année, quand la Saint-Sylvestre arrivait, il racontait l'histoire. À ses enfants, à ses petits-enfants, à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. En 1953, Henderson lut dans un journal la réouverture de la brasserie Kronenbourg à Strasbourg. Le nom Dubois fut mentionné. Klaus Dubois avait reconstruit la brasserie familiale. Henderson écrivit une lettre. Après 8 années de silence, la réponse arriva 6 semaines plus tard. Dubois se souvenait parfaitement. Lui non plus, il n'avait jamais oublié. Dans sa lettre, il décrivait la nuit de la Saint-Sylvestre comme le moment le plus important de sa vie. Le moment, écrivit-il, où il avait prouvé qu'il était encore un être humain. En 1957, Henderson s'envola pour Strasbourg. C'était son premier voyage en France depuis la guerre. Sa femme était sceptique. Ses amis le prenaient pour un fou. Mais Henderson savait ce qu'il devait faire. La rencontre à la brasserie Kronenbourg fut émouvante. 2 hommes qui ne s'étaient pas vus depuis 12 ans s'embrassèrent comme des frères. Dubois fit visiter la brasserie à Henderson, expliqua le processus de brassage. Lui fit goûter la même bière qu'ils avaient bu la nuit de la Saint-Sylvestre 1944. « Elle a encore meilleur goût en liberté, » dit Henderson. « Tout a meilleur goût en liberté, » répondit Dubois. Les 2 hommes devinrent des amis pour la vie. Henderson se rendit régulièrement à Strasbourg. Dubois visita Lyon. Leurs familles apprirent à se connaître. Leurs enfants jouèrent ensemble. Les frontières de la guerre furent définitivement surmontées. En 1974, pour le 30e anniversaire de la nuit de la Saint-Sylvestre, Dubois organisa une réunion. Il contacta autant d'anciens prisonniers que possible. 47 hommes vinrent à Strasbourg, 47 anciens soldats. Désormais grands-pères, se rencontrèrent à la brasserie Kronenbourg,
La célébration fut poignante, les larmes coulèrent, des histoires furent partagées. La même bière fut bue, les mêmes bretzels furent mangés, mais le contexte était différent. Plus de guerre, plus de captivité, seulement de l'amitié. Le caporal James Mitchell, qui avait pleuré la nuit de la Saint-Sylvestre 1944, prit la parole lors de la réunion. Il dit « Cette nuit a sauvé mon âme. J'étais sur le point de perdre espoir en l'humanité. Klaus Dubois m'a redonné cet espoir, avec un simple pichet de bière. » L'histoire fut documentée. Des historiens interviewèrent les survivants. Des psychologues étudièrent les effets de l'humanité dans des situations extrêmes. La nuit de la Saint-Sylvestre du camp de prisonniers devint un exemple de la façon dont de petits gestes peuvent avoir de grands effets. Le colonel Henri de Valois, le commandant du camp, qui avait autorisé la célébration, fut interrogé par les Alliés après la guerre, mais au lieu d'être accusé, il reçut des témoignages. 147 anciens prisonniers de guerre écrivirent des lettres en sa faveur. Ils décrivirent son équité, son humanité, ses efforts pour respecter la Convention de Genève. De Valois fut acquitté. Il passa ses dernières années comme professeur d'histoire à Marseille, où il enseigna aux jeunes générations l'importance de l'humanité. Son histoire préférée était, bien sûr, la nuit de la Saint-Sylvestre 1944. La brasserie Kronenbourg de la famille Dubois existe encore aujourd'hui. Dans la zone de réception est accrochée une photo encadrée de la nuit de la Saint-Sylvestre 1944. Elle montre des soldats allemands et des prisonniers de guerre alliés, bras dessus, bras dessous. Des pichets de bière à la main, souriant. En dessous, une plaque indique « L'humanité surmonte toutes les frontières ». Klaus Dubois est décédé en 1991 à l'âge de 73 ans. Ses funérailles furent suivies par des gens du monde entier, américains, britanniques, allemands, d'anciens prisonniers de guerre, désormais des hommes âgés, vinrent faire leurs adieux, non pas à un ancien ennemi, mais à un ami. William Henderson prononça l'éloge funèbre. Les larmes aux yeux, il dit « Klaus Dubois m'a enseigné la leçon la plus importante de ma vie. Nous ne sommes tous que des êtres humains. La nationalité, l'uniforme, le drapeau, ce ne sont que des apparences. En dessous, nous sommes tous pareils. Nous voulons tous aimer, être aimés, rentrer chez nous. » Les petits-enfants des survivants de la nuit de la Saint-Sylvestre se rencontrent toujours chaque année. Chaque Saint-Sylvestre, à Strasbourg, à la brasserie Kronenbourg, ils boivent la même bière, ils mangent les mêmes bretzels, ils racontent les mêmes histoires, ils préservent la mémoire. La tradition s'est étendue. Des vétérans d'autres guerres ont été invités, Américains et Vietnamiens, Britanniques et Argentins, Israéliens et Palestiniens. Le message est universel, l'humanité peut vaincre la haine. Des études historiques ont documenté les impacts. Les prisonniers du camp de prisonniers avaient des taux significativement plus bas de stress post-traumatique que les prisonniers d'autres camps. Les psychologues attribuent cela à des moments d'humanité, comme la nuit de la Saint-Sylvestre. Le docteur Robert Fisher, un spécialiste des traumatismes, écrivit une étude en 1995. Les petits gestes d'humanité dans des situations extrêmes ont des effets disproportionnellement importants sur la résilience psychologique. Un pichet de bière peut être plus important que 1000 heures de thérapie. Les archives allemandes contiennent des documents sur la nuit de la Saint-Sylvestre, la demande du brigadier Müller à sa famille, l'autorisation du colonel von Stetten, les rapports logistiques sur le transport de 200 litres de bière, les rapports officiels, qui notaient sèchement « aucun incident, morale élevée parmi les prisonniers et les gardes ». Les archives américaines contiennent les lettres des prisonniers. Henderson écrivit à sa mère en janvier 1945 « Maman, tu ne vas pas le croire, les Allemands nous ont donné de la bière pour la Saint-Sylvestre, de la vraie bière allemande. Ils ont fait la fête avec nous, ils nous ont traités comme des humains. Peut-être que tout n'est pas perdu dans ce monde. »
Ces lettres furent plus tard reconnues par les historiens comme de précieuses sources primaires. Elles montraient une complexité de la guerre, souvent absente des manuels d'histoire officiels. Tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Toutes les rencontres n'étaient pas brutales. Parfois, l'humanité était possible. La Croix-Rouge documenta les conditions au camp de prisonniers. Leurs rapports de 1945 soulignèrent le traitement relativement bon. Ils mentionnèrent spécifiquement le moral élevé des prisonniers et attribuèrent cela en partie à des gestes inhabituels, comme la célébration de la Saint-Sylvestre. Des experts de la Convention de Genève étudièrent le cas. Techniquement, la fourniture d'alcool aux prisonniers de guerre n'était pas obligatoire, mais elle était autorisée, et dans ce cas, elle fut transformatrice. Cela a prouvé que l'esprit de la Convention de Genève était plus important que sa lettre. L'art du brassage lui-même est devenu partie intégrante de l'histoire. La bière spécifique que Marie Dubois avait organisée était une Dunkel traditionnelle de Munich, une recette datant du XVIIe siècle. Un processus de brassage qui avait traversé les générations, des symboles de tradition, de culture, de continuité, exactement ce qui risquait d'être perdu pendant la guerre. Des brasseries modernes ont reproduit la recette. Certaines la vendent comme une bière de la Saint-Sylvestre, avec une partie des bénéfices reversés à des associations d'anciens combattants. Le goût relie le passé au présent, le conflit à la réconciliation. Les enseignants utilisent cette histoire dans les écoles. Elle enseigne plusieurs leçons. La complexité du bien et du mal. L'importance des choix individuels. Le pouvoir des petits gestes. La possibilité de la réconciliation. C'est une histoire qui non seulement informe, mais transforme. L'histoire a été portée à l'écran, consignée dans des livres, discutée dans des podcasts. Mais la préservation la plus puissante reste la tradition orale. Les grands-pères la racontent à leurs petits-enfants, les anciens combattants aux étudiants. L'histoire vit à travers le récit. La nuit de la Saint-Sylvestre, 1944 dans le camp de prisonniers, n'était pas un événement isolé. Il y a eu d'autres moments d'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale, mais celui-ci était particulier, parce qu'il a été documenté, parce qu'il a eu des conséquences, parce qu'il a conduit à des amitiés qui ont duré des décennies. Marie Dubois n'était pas une héroïne au sens traditionnel du terme. Elle n'a pas abattu d'avion, ni gagné de bataille, ni conquis de territoire. Son héroïsme était plus simple et peut-être plus difficile. Elle est restée humaine. Dans une époque inhumaine, elle a choisi l'humanité. Les 200 litres de bière ont probablement coûté plus cher que ce que Marie Dubois pouvait se permettre. Les bretzels nécessitaient des ingrédients qui étaient rares. L'organisation a demandé du temps et des efforts, mais pour Marie Dubois, ce n'était pas une question de coût, c'était une question de principe. Le colonel Henri de Valois a risqué sa carrière en donnant son accord. À une époque où la dureté était considérée comme une force, il a choisi l'humanité. Il aurait pu être puni. Au lieu de cela, il a été respecté par ses prisonniers et honoré par l'histoire. Les prisonniers eux-mêmes ont également fait preuve d'humanité. Ils auraient pu refuser le geste, par principe, par fierté. Au lieu de cela, ils l'ont accepté, le reconnaissant pour ce qu'il était, une offre d'humain à humain. Beaucoup se demanderaient, comment ont-ils pu faire la fête avec leurs ennemis? La réponse est complexe. Ils ne célébraient pas la guerre. Ils ne célébraient pas l'idéologie. Ils célébraient l'humanité commune. Dans un moment d'obscurité, ils ont trouvé la lumière. L'histoire nous enseigne que l'inimitié ne doit pas être absolue, que la guerre ne doit pas transformer les gens en monstres, que même dans les pires moments, l'humanité est possible. Ces leçons sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'en 1945. Dans un monde encore marqué par les conflits, la nuit de la Saint-Sylvestre 1944 offre de l'espoir. Si des soldats allemands et des prisonniers de guerre alliés ont pu faire la fête ensemble pendant l'hiver 1944,
qu'est-ce qui n'est pas possible à notre époque? Les petits-enfants de William Henderson et de Klaus Müller sont aujourd'hui amis. Ils se rendent visite, travaillent sur des projets communs, perpétuent l'héritage de leur grand-père. Ils sont la preuve vivante que la réconciliation n'est pas seulement possible, mais durable. Des universités ont organisé des colloques sur la nuit de la Saint-Sylvestre. Des historiens, des psychologues, des chercheurs en matière de paix se réunissent pour en discuter. La question est toujours la même. Comment reproduire cette humanité? Comment créer davantage de ces moments? La réponse est à la fois simple et difficile. Elle exige du courage de voir l'ennemi comme un être humain, du courage d'agir contre la norme, du courage de placer l'humanité au-dessus de l'idéologie. Marie Dubois a eu ce courage, le colonel Henri de Valois a eu ce courage. Nous pouvons tous avoir ce courage, mais cela exige aussi une structure. La Convention de Genève a fourni un cadre. La discipline militaire a permis l'organisation. La tradition culturelle du brassage de la bière a offert un véhicule. L'humanité a besoin à la fois du cœur et d'un système. L'histoire est aussi un rappel du pouvoir des traditions. La bière et les bretzels n'étaient pas seulement de la nourriture, c'étaient des symboles culturels. Ils représentaient le foyer, la normalité, la civilisation. En les partageant, c'est la culture qui a été partagée. Et pas seulement les ressources, le gramophone, l'harmonica, les chansons, tous étaient des ponts. La musique surmonte les barrières linguistiques. Les mélodies relient les cœurs. Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, la musique est devenue l'expression universelle de l'espoir. Les embrassades à minuit étaient spontanées, mais significatives. Le contact physique entre ennemis était tabou. Ces embrassades ont brisé le tabou. Elles disaient « Tu n'es pas un ennemi. Tu es un frère ». C'étaient des embrassades qui ont changé le monde. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, la leçon est claire. La guerre est réelle. Les conflits existent. Mais à l'intérieur de cette réalité, il y a des choix. Nous pouvons choisir la façon dont nous traitons nos ennemis. Nous pouvons choisir de préserver notre humanité. La nuit de la Saint-Sylvestre au camp de prisonniers n'est pas une histoire de naïveté. Ce n'est pas une histoire qui ignore les crimes de guerre ou qui romantise la guerre. C'est une histoire de personnes complexes, dans des situations complexes, qui ont créé un moment d'humanité. Cette complexité est importante. Marie Dubois servait dans une armée qui a commis des choses terribles. Cela ne rend pas son acte moins significatif. Cela le rend peut-être plus significatif. Une femme qui, au milieu de l'obscurité, a choisi la lumière. Les prisonniers de guerre alliés avaient bombardé des villes, causé la mort de civils. Cela ne rend pas leur capacité à pardonner moins remarquable. Cela montre la profondeur de leur humanité. Reconnaître que l'ennemi devant eux n'était pas le mal, mais un être humain. Ce sont ces histoires qui doivent être préservées, non pas pour nier les horreurs de la guerre, mais pour souligner les possibilités de l'humanité. Les deux vérités peuvent coexister. La guerre était terrible, mais l'humanité était possible. Les fûts de bière qui ont été vidés cette nuit de la Saint-Sylvestre ont disparu depuis longtemps. Les bretzels ont été mangés. Les hommes qui ont fait la fête sont presque tous morts. Mais le souvenir vit. La leçon vit. L'espoir vit. Chaque année, à l'approche de la Saint-Sylvestre, une bière spéciale est brassée à Lyon. La bière de la Saint-Sylvestre, selon la recette de Marie Dubois. Une partie des bénéfices est reversée à des organisations qui promeuvent la réconciliation. La bière continue de relier les gens, comme elle le faisait en 1944. L'histoire du réveillon de la Saint-Sylvestre 1944 est une histoire de surprise. Les prisonniers furent surpris par l'humanité. Les Allemands furent surpris par la gratitude.
Tous furent surpris de voir à quelle vitesse l'inimitié pouvait se transformer en amitié. Cette surprise, c'est la force de cette histoire. Elle nous dit que nos attentes sont souvent fausses, que les gens peuvent nous surprendre, que l'humanité est possible, même quand on ne l'attend pas. William Henderson, peu avant sa mort en 2008, disait « Chaque fois que je bois une bière brune, je me souviens de Klaus. Je me souviens de cette nuit où j'ai appris que les ennemis pouvaient être des êtres humains. Je me souviens de la leçon la plus importante de ma vie. Cette leçon lui survit. Elle survit à tous ceux qui étaient présents. Elle vit dans chaque récit, dans chaque livre, dans chaque bière du Nouvel An. Elle vit dans le cœur de ceux qui croient à la réconciliation. Le réveillon de la Saint-Sylvestre au camp de prisonniers fut un moment, un simple moment dans une longue et terrible guerre. Mais les moments peuvent changer le monde. Une chope de bière peut être plus importante que 1000 batailles. Un geste d'humanité peut influencer des générations. Ce n'est pas une histoire avec un simple début et une fin. Elle est continue. Chaque fois que quelqu'un décide de voir son ennemi comme un être humain, l'histoire continue. Chaque fois que l'humanité triomphe de la haine, l'histoire se répète. Klaus Müller et William Henderson voudraient que nous retenions la leçon. Pas seulement comme une curiosité historique, mais comme une philosophie de vie. Nous ne sommes tous que des êtres humains. Nationalité, idéologie, différence. Elles sont réelles, mais elles ne doivent pas définir la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Dans un monde souvent marqué par la division, le réveillon de la Saint-Sylvestre offre une alternative, une vision de personnes qui, malgré toutes les raisons d'être ennemis, ont trouvé un moyen d'être amis, ne serait-ce que pour une nuit, ne serait-ce que pour un instant. Mais cet instant a suffi. Il a sauvé des âmes, il a créé des amitiés, il a changé des vies, il a prouvé que, même dans la guerre la plus sombre, même dans la nuit la plus froide, la chaleur de l'humanité peut survivre. C'est l'histoire du réveillon de la Saint-Sylvestre 1944, une histoire de bière et de bretzel, une histoire d'Allemands et d'Alliés, une histoire d'ennemis devenus amis, une histoire qui nous enseigne à tous. L'humanité est toujours possible, toujours. Ce ne sont pas que des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont des moments qui montrent que l'humanité peut survivre même dans la guerre la plus sombre. De vraies personnes, de vraies surprises, une vraie réconciliation. Mon grand-père était prisonnier de guerre. Il me parlait des gardes allemands qui partageaient leurs traditions, qui faisaient de la Saint-Sylvestre une fête de l'humanité. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de cette histoire complexe est importante, alors soutenez YouTube's Super Thanks, le cœur doré en bas, pour donner directement accès à plus de témoignages de première main, à plus de documents d'archives, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives, à trouver des lettres originales, à documenter des histoires de famille, au lieu de créer du contenu racoleur. Il s'agit d'honorer tous les aspects de l'histoire, de préserver la complexité, de célébrer l'humanité. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Que des soldats allemands aient partagé leur dernière bière, que des ennemis aient fêté le Nouvel An ensemble. Qu'une nuit ait donné naissance à des amitiés durables. Mes spectateurs ont partagé d'incroyables histoires de famille, des grands-pères qui étaient dans des camps, des amitiés inattendues, des lettres trouvées dans des greniers, des souvenirs de moments d'humanité. Partagez l'histoire de prisonniers de guerre de votre famille ci-dessous. Votre grand-père ou arrière-grand-père a-t-il vécu des expériences similaires? Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous sauvons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes, ces moments d'humanité, ces preuves que la réconciliation est possible, nous survivent à tous.